19h04, c'est le moment de parler sport et business. Ray Lalonde est avec nous en studio. Salut Ray. Salut Jérémy. Ray, j'ai été au match des Alouettes hier. Et quand même beaucoup de gens, 16 000 personnes aux alentours. Et tout le monde était dans l'appréhension de voir Johnny Manziel. Et la première question qui me vient en tête, est-ce que c'est payant pour les Alouettes d'avoir Johnny Manziel avec eux dans l'organisation? Son salaire de 132 000 fait en sorte que c'est une aubaine pour un quart arrière dans la Ligue canadienne, sachant très bien que Ricky Ray gagne 450 000, qu'à l'époque d'Anthony Calvillo, où j'étais avec les Alouettes, on le payait plusieurs centaines de milliers de dollars pour porter l'uniforme. Et ça date de 2009, 2010, 2011, 2012, ainsi de suite. Alors, 132 000 pour Manziel, qui attire, pique la curiosité des gens, fait en sorte qu'il y a une réaction différente hier soir comparé à ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Il y avait un buzz. Il y avait un buzz. On le sentait même à la télé. Et ça peut être très positif pour l'équipe si l'équipe, pas juste lui, là, mais si l'équipe se redresse comme équipe. Parce que Manziel ne peut pas sauver une équipe, une institution à lui seul. Et en passant, Vernon Adams hier a bien joué. Donc, c'était pas vraiment là le problème hier soir. Hein. C'était plutôt défensivement que l'équipe s'est effondrée. Mais je pense que les gens vont trouver une raison de soutenir. C'était peut-être la raison, Jérémy, de soutenir et d'appuyer cette équipe-là si Manziel peut percer l'alignement bientôt et avoir un impact sur le résultat. Parce que veut pas, ça crée un buzz, comme j'ai mentionné, et ça peut faire acheter des chandails de Manziel. Ça peut vendre des billets de façon supplémentaire. Si, exemple, on annonce que Manziel sera le corps partant face aux Tiger Cats vendredi prochain, on va avoir un impact. Il y a du monde qui va acheter des billets. On va avoir un effet sur la vente des billets instantané. D'ailleurs, trouve-moi un autre joueur dans l'équipe pour lequel tu achèterais un chandail à son numéro. Je pense pas que j'achèterais le chandail de Drew Willy. Non, mais je veux pas critiquer un joueur ou un autre. Ce que je veux dire, c'est que Manziel, c'est le genre de gars que lui, tu dis, si je l'achète, puis c'est cool, puis il performe, je vais me sentir comme vraiment intégré émotivement dans l'équipe. Alors, Manziel peut vendre des chandails, Manziel peut vendre des billets, et Manziel peut être aussi le visage à court terme d'une relance marketing que cette équipe-là a drôlement besoin. Donc, écoute, on jase marketing. Est-ce qu'on a avantage du côté des Alouettes à attendre un peu avant que Manziel embarque sur le terrain? Question de pas briser le buzz? Si ta ligne à l'attaque est pas prête, si tout le monde, tu sais, c'est encore beaucoup de travail, là. Ouais, mais d'un autre côté, ils ont une victoire, 5 défaites. Leur prochain adversaire, les Tiger Cats, ont une équipe solide. Manziel jouait pour eux jusqu'à la semaine dernière. À un moment donné, il va falloir qu'ils jouent, là. Et je dis ça malgré le fait que j'ai été quand même impressionné par Vernon Adams hier soir. Alors, il va falloir qu'il joue, puis il va falloir qu'on lui donne la chance parce qu'on a beaucoup sacrifié contre lui. Est-ce qu'une semaine de plus pourrait l'aider? Bien sûr, plus il y a du temps pour se préparer en termes de compréhension du livre de jeu, mais je pense que cette prochaine occasion là, contre Hamilton, il va être en mesure de jouer et rapidement. Parfait. Bon, maintenant, je veux te parler un petit brin de golf parce que tu sais que c'est le Canadian Open qui se déroule présentement sur les allées de Glen Abbey. D'ailleurs, c'est Kevin Tway qui est le meneur. Il y a eu de la pluie aujourd'hui. On a vu ce que ça a donné au British Open. Tiger était là, ça a été enivrant. Quel constat tu fais de l'état du golf présentement, Ray? Bon, la raison pourquoi je vais parler de ça, Jérémy, c'est que on se retrouve un peu à la croisée des chemins pour le golf. En passant, dans le RBC Canadian Open, à Glen Abbey, il y a 3 Québécois qui participent. J'ai trouvé leur nom, Marc-Étienne Bussière, Hugo Bernard et Joël Savoie. C'est la première fois en 20 ans que 3 Québécois se qualifient pour l'Omnium canadien. Alors, c'est encore une fois, ça dénote une ascension, une progression au niveau du talent du golf. Il n'y a pas encore un Québécois dans la PGA, mais on voit que ce que Brooke Henderson fait dans la LPGA, c'est aussi très prometteur. Du côté talent et développement, on est en progression. Du côté de l'économie du golf, je trouve qu'il y a un énorme ralentissement. Puis il y a plusieurs études qui dénotent qu'il y a moins de membres, moins de rondes, moins de construction de nouveaux terrains de golf, moins d'argent dépensé dans le golf. Puis j'ai quelques chiffres à l'appui. Il y a 33 000 terrains de golf dans le monde entier. Le golf est pénétré dans 208 sur 245 pays. Puis 75 % des terrains de golf des 208 pays sont dans 10 pays. Évidemment, les États-Unis et le Canada qui mènent. C'est une énorme business aux États-Unis, le golf. L'économie, l'impact économique direct et indirect, c'est 191 milliards de dollars. Au Canada, c'est quand même 15 milliards
de dollars. Ça, c'est les terrains de golf, les abonnements, l'équipement, tout ce qui a rapport à l'investissement de golf, c'est 15 milliards de dollars. Et les revenus directs de golf, 5 milliards de dollars, Jérémy, c'est plus que tous les autres sports de récréation combinés au Canada. On ne parle pas de sport professionnel, on parle de l'industrie amateur. Alors, le golf, c'est quand même un sport important. Aux États-Unis, l'an dernier, 773 terrains de golf ont fermé. Des fois, il y a trop de terrains pour le nombre de joueurs. Et c'est tout parce qu'on est dans une mode, dans un environnement, dans une génération de consommation rapide. Moins de temps, mais on a toujours moins de temps, je veux dire, 24 heures pour faire plus de choses. Donc, on n'a pas toujours le 4-5 heures que ça nécessite, plus le déplacement. Le golf prend du temps. Le golf a aussi un peu été dur pour les jeunes de percer, pour les juniors. Les membres n'aiment pas toujours voir des juniors arriver dans leurs pattes sur les terrains de golf. Alors, il y a des améliorations, puis il y a des solutions à ça que je pense que l'industrie du golf doit résoudre, se pencher sur comment on fait en sorte que le golf renaît. Parce que la dernière statistique est très révélatrice pour moi, c'est que en 2011, le chiffre dépensé pour la construction de nouveaux terrains, c'était 516 millions de dollars. L'année dernière, c'était 210 millions de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dépense de moins en moins sur l'infrastructure. Parfois, les terrains de golf disparaissent au bénéfice de l'immobilier, de condos, d'espace pour les gens pour vivre. Alors, forcément, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enjeux à savoir si le golf peut survivre dans les prochaines années, étant donné notre changement de consommation. Le fait qu'on fait plus de choses sur nos téléphones intelligents, sur nos ordinateurs et ainsi de suite, et parfois moins sur des événements, des sports, des habitudes, des hobbies à longue durée. Et surtout, c'est qu'on n'aime pas l'échec. Et tu peux pas commencer le golf, faut que tu sois bon tout de suite. Ouais, mais si c'est un bon point, ça, Jérémy. Si tu commences pas, si t'es pas bon tout de suite, tu joueras plus. Tandis que c'est un processus d'apprentissage. Oui, tu l'as dit. Sport complexe, sport difficile, pas facile. C'est facile de scorer 125, pas facile d'avoir un pointage respectable. Mais pourtant, les gens devraient quand même apprécier le fait que c'est un sport extérieur. Au Québec, on a besoin de jouer dehors l'été. Notre été est plus court. Là, il est très chaud, mais il est plus court généralement. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse poussée vers le golf dans les années 90. Mais il y a un ralentissement définitif. Il va falloir trouver des solutions. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de la NFL parce qu'on a eu une conversation cet après-midi puis tu me faisais un comparatif entre les demi-offensifs et les gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Demi-offensif, pour ceux qui se posent la question, là, c'est le running back. La méga vedette des années 90 ça a toujours été des méga vedettes, mais le statut change un peu au fil du temps. La raison pourquoi je veux parler de ça, c'est que Todd Gurley, des Rams de Los Angeles, a signé cette semaine le plus gros contrat de l'histoire comme demi-offensif dans la NFL. Évidemment, les Rams sont une équipe en pleine progression. Là. Ils ont un jeune carrière, ils ont un jeune coach qui est brillant. Il pourrait peut-être être un aspirant au Super Bowl cette année. Fait qu'on ne parlera pas de l'aspect sport, on va parler de l'aspect argent. Saquon Barkley a signé son contrat de recrue avec les Giants de New York. 4 ans, 7,8 millions de dollars. Les 31 millions de dollars de son contrat sont garantis. Soudainement, 2 joueurs, dans l'espace de quelques jours, obtiennent des contrats qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps dans la NFL, c'est-à-dire des équipes qui garantissent l'argent aux demi-offensifs. Pourquoi on ne l'a pas fait depuis longtemps, Jérémy? 1, ils sont remplaçables. Ils sont souvent blessés. C'est une position dure à être bon longtemps à cause de l'aspect physique, de l'exigence du jeu. Et 3, il y en a toujours un autre au coin de la rue. Alors, c'est un peu la comparaison que je faisais avec les gardiens de but. Au hockey, c'est rare qu'une équipe va choisir un gardien de but en première ronde. D'ailleurs, ça fait plusieurs années que c'est pas arrivé. Le dernier gardien de but à avoir été choisi au tout premier rang, c'est Marc-André Fleury. Dieu sait que Marc-André Fleury a une belle carrière, 3 Coupes Stanley, puis ce qu'il a fait avec les Golden Knights cette année. Mais même cette année, le premier sélectionné était en deuxième ronde, un jeune garçon suédois. Le deuxième, Olivier Rodrigue, pas loin après, en deuxième ronde encore une fois. Les équipes savent très bien que les gardiens à 18 ans sont tellement loin de pouvoir performer dans la Ligue nationale. On a encore 3, 4, 5 ans à attendre. Pourquoi se départir d'un choix au repêchage si tôt si on sait très bien qu'il y en aura d'autres de disponibles dans quelques années, à 23, 24 ans, sortant des rangs juniors, sortant de l'Europe ou sortant de la NCAA? Comme un demi-offensif, c'est une des positions les plus critiques dans le hockey, dans le football, mais c'est une des positions un peu négligées
de la part des développeurs, les dépisteurs, les recruteurs de talent. J'entends les gens dans leur véhicule dire « Ouais, mais le Canadien, c'est pas ça qu'ils pensent. Eux autres, ils ont mis ça sur Carey Price. » Écoute, c'est une philosophie qui est différente. Absolument. Puis les Canadiens, peut-être qu'ils auront raison, mais peut-être qu'ils n'auront pas raison d'avoir donné 10 millions de dollars à un gars comme Carey Price parce que ça a été prouvé que des équipes peuvent gagner et aller très loin en série avec un bon gardien. Pas nécessairement le bon Dieu devant le filet. Un simple bon gardien avec un salaire raisonnable, mais en investissant ton argent ailleurs, tu peux aller loin en série. Je pense à un jeune, je retourne quelques années en arrière, Zachary Fucale, que les Canadiens ont choisi. Fucale vient d'être délaissé par les Canadiens. Il cherche une autre équipe. Il a gagné la Coupe Mémorial. Il a gagné la Coupe du Président. Il a gagné le championnat du monde junior, médaillé d'or. Il était dans le filet. Dieu sait que c'était un bon gardien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-6 ans? Ben, une chose qui est arrivée, c'est qu'il a été choisi par une équipe qui avait déjà un gardien de but établi en Carey Price. Fait qu'il n'a pas vraiment eu la chance. Les Canadiens vont dire, oui, mais il n'a pas performé. Ça se peut, ça. Ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, il avait 18 ans à l'époque. C'est aujourd'hui qu'on doit voir s'il est assez mûr, mature et prêt physiquement, psychologiquement pour faire face à ça. Mais on lui a pas donné la chance. Là, il va peut-être se trouver une équipe, je l'espère pour lui, ailleurs, et avoir la chance de se développer et jouer. Mais ce que ça veut dire, ces contrats de demi-offensif dans la NFL, parce que, Jérémy, Matt Ryan, c'est le joueur le plus payé de la NFL cette saison qui vient, avec un contrat qui est évalué au fil des 4 prochaines années à 150 millions de dollars. Alors, il y a une moyenne de 30 millions de dollars. Le premier joueur demi-offensif vient justement au 71e rang dans la NFL. Les 70 devant lui ne sont pas des demi-offensifs. Alors, ça donne une idée de l'investissement, de la priorité que les équipes accordent à un demi-offensif dans la NFL. Et juste à dire que Fucale s'est trouvé une place, il est avec les Golden Knights de Vegas maintenant. Bravo pour lui. Je termine, Ray, en te parlant de... Écoute, il y a quelque chose de nouveau qui sera lancé lundi. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant un podcast que tu vas faire. Oui, ben écoute, Jérémy, j'ai jamais assez de temps avec toi, ou avec Mario, ou avec les gars à RDS. Ça suffit. Alors là, j'ai dit, je vais en rajouter plus. Alors, je lance un podcast quotidien qui s'appelle Focus. 5-6 minutes par jour. C'est court et c'est supposé être court et dynamique de façon à ce que les gens puissent se créer une habitude et consommer, l'écouter sur leur téléphone mobile d'abord, mais aussi sur leur ordinateur. Et ça va parler d'un enjeu, d'un sujet, 2 sujets peut-être, de la veille ou du moment sur l'industrie du sport. On ne parlera pas de statistiques, on ne parlera pas de résultats d'une game. C'est un peu le prélude à ce que je veux faire dans quelques mois, c'est-à-dire lancer une plateforme complète. Alors, Focus, ça commence lundi. J'apprécie l'occasion que tu me laisses d'en parler parce que je pense que ça va complémenter ce qu'on fait en ondes ici et ça va être multiplié avec les médias sociaux d'aujourd'hui. Donc, on va ficeler ça pour que tu puisses l'avoir sur YouTube, sur Facebook, sur iTunes et ainsi de suite. Je suis impressionné de voir la réaction des gens. Il y a plusieurs gens sur les réseaux sociaux qui te posent des questions. Est-ce que ça serait une bonne chose? Comment ça se fait? Les gens interagissent avec toi? Ben, moi, je pense honnêtement, Jérémy, que le public québécois francophone a été parfois un petit peu négligé sur cet aspect-là. Tu sais, il y a beaucoup d'intensité autour des Canadiens puis le sport de nos équipes. Mais l'aspect de l'industrie, derrière la scène, ça fait 33 ans que je suis dans l'industrie du sport puis j'ai passé 26 de ces 33 années-là avec des équipes ou des ligues. Et je peux partager beaucoup de cette connaissance-là et cette perspective pour complémenter un peu le côté résultat, pour expliquer pourquoi que les choses se passent ainsi. Alors, l'objectif, c'est dans un podcast, comme tu le sais, tu peux parler pendant 5 minutes, tu pourras parler pendant 50 minutes. J'ai écouté un podcast la semaine dernière, à plusieurs reprises, qui durait 2h30. Alors, tu vois, il y a des gens qui vont s'accrocher à ça longtemps. Mon objectif, cependant, sur Focus, c'est quick, quotidien le matin. Tu prends ça, puis tu as une journée, puis tu peux partir ta journée avec un petit peu un flash sportif important. Je suis déjà addict, c'est fait, c'est officiel. Ray Lalonde, on écoutera ça à compter de lundi. Toujours un grand plaisir et je te souhaite un excellent week-end, Ray. Merci, Jérémy, toi aussi. Merci, on s'arrête quelques instants. Au retour, Jacques Villeneuve commente ses propos. Vous avez entendu ça, vous avez lu ça en quelque part. Jacques Villeneuve qui dit que Lewis Hamilton se prend pour Jésus-Christ. Au retour, on nous explique comment ça s'est passé.